Êtes-vous prêt à vous illuminer? C'est le temps de retrouver notre expert en transformation humaine, Alexandre Nadeau. Sandra, la semaine passée, moi j'ai eu une révélation puisqu'on a fait une évaluation, en fait, au premier type d'élimination qui était la liberté mentale. Ça a commencé fort pour moi parce que je me suis retrouvé à constater que je n'étais pas si illuminé que ça. En fait, j'étais dans un état un peu de révolte, d'ancien monde, et j'étais moins dans le moment présent. Alors, je remercie Alexandre pour cette prise de conscience-là. J'imagine que c'est ça sa mission, puis ça fait toute la différence. Salut Alexandre. Salut. Salut Sandra, tu peux parler? Salut. Il m'a pas demandé, moi, comment ça avait été, hein, mais moi, je me suis étonnée. Toi, je sais pas si c'est parce que tu es blonde, mais tu es déjà illuminée, ou en tout cas, tu illumines la pièce, tu illumines notre radio du Nouveau Monde. J'ai mieux réussi que je pensais. Donc, c'est encourageant. C'est le fun. J'étais surpris, mais j'étais honnête, puis je suis fière de moi. Je n'ai pas été, pas illuminée encore, là, mais ça va bien. Ben, on est en route vers ça, puis j'imagine que c'était ça le but de l'exercice, Alexandre, c'est d'abord la prise de conscience. Exact. La prise, en fait, une évaluation réelle et honnête de notre réalité présente ou notre fonctionnement présent, si tu veux. Je suis où présentement par rapport à ça? Pour ceux que ça intéresse, évidemment, mais en tout cas, pour avoir vécu temporairement des centaines de fois des états comme ça, après qu'on l'a vécu, ça serait comme ridicule de ne pas vouloir vivre ça. Mais ceux qui l'ont jamais vécu peuvent dire, bof, tu sais, c'est juste l'illumination, c'est tes tantoches dans ta caverne, puis tu médites toute la journée. C'est pas vraiment ça, mais je sais que c'est une image qui vient quand on entend ce mot-là à plein de gens. Mais c'est vraiment, en fait, au contraire, tantôt tu parlais de révolte. Ben, habituellement, une personne qui vit de la révolte, c'est parce qu'elle voit des choses autour d'elle ou dans la société qui pourraient changer, puis elle veut les changer. Fait qu'il y a comme un élan, puis souvent ça s'exprime dans un feeling de révolte. Puis là, les gens pensent que s'ils sont dans l'état de liberté ou d'illumination, ils vont juste être passifs, assis à rien faire. Mais en fait, c'est le contraire. Si j'ai pas de contradiction dedans de moi, de croyances limitantes, puis tout ça, je peux beaucoup plus passer à l'action, incluant pour changer le monde ou la société. Ouais. En fait, ça rend pas nécessairement passif. Ça, c'est l'image qu'on voit parce que traditionnellement, en Inde, les gens qui parlaient d'illumination étaient assis dans leur toge à méditer tout le temps. Mais ça, c'est culturel à eux autres. C'est pas le résultat final qu'on est obligé de vivre. Ben, ça me réconforte. Radio-Unicité, on est pas mal dans la révolte de ce qui se passe autour. Alors, c'est sûr qu'il faut quand même... on continue de travailler fort là-dessus. Mais si je comprends bien, on a le droit. On a le droit d'être révolté parce que c'est comme ça qu'on provoque du changement. C'est juste que j'essaie d'être équilibré là-dedans puis de pas me laisser emporter non plus parce que ça devient malsain de toujours être en révolte. Ce que j'ai constaté avec l'évaluation, c'est que le moment présent est très, très, très important. Ben en fait, c'est un peu ça la nuance. C'est pas que c'est bien ou mal d'être révolté, c'est plus comment on le vit puis qu'est-ce que ça fait dans notre vie et dans la réalité. Fait que si je ressens de la révolte, je m'insurge, j'écris plein de messages sur Facebook, puis là, j'en réécris d'autres, puis je publie des messages de d'autres personnes qui pensent comme moi parce que ça supporte mes croyances. Ben là, est-ce que je produis vraiment un changement ou pas? Puis ça, souvent, c'est ce qui manque. C'est quand plus on est libre ou illuminé, plus on devient lucide et conscient, c'est-à-dire qu'on porte attention aux faits dans la réalité. Donc, mon approche à changer le monde, elle marche-tu ou pas? Puis ça, c'est une question que les gens dans un état de révolte souvent se posent pas parce que l'état de révolte, c'est comme s'il envahit le cerveau puis les émotions. Puis là, ben, c'est comme si je t'hypnotisais à rouler là-dedans sans jamais me demander, ouais, mais mes actions de révolte changent-tu quelque chose? Tu sais? Puis ça, c'est une question de base. C'est comme l'entraînement que je fais pour maigrir, là, ben, OK, un mois plus tard, j'ai-tu perdu du poids ou pas? Si la réponse est non, ben, ça marche pas pour moi. Mais si j'ai jamais cette évaluation-là, ben, peut-être que je donne des coups d'épée dans l'eau depuis 5 ans, puis je le sais pas, là. Parce que moi, là, je vais nuancer encore. Révolte, habituellement, c'est que j'ai une partie de mon être ou de ma conscience qui est contre quelque chose. Je suis contre la pauvreté, les mensonges, le manque d'intégrité en politique, je suis contre. Fait que là, c'est comme si je résiste parce que je suis contre. Je crée de la résistance en moi à ce qui se passe puis qui est un fait. Pendant que je suis en résistance, ça consomme plein d'énergie.
Puis là, j'en parle à d'autres, puis là, on s'entretient les uns les autres dans notre révolte. Là, bon, là, je mets ça de côté. Ça, c'est ce qu'on connaît, qu'on appelle normal de se révolter. Là, tu prends quelqu'un qui est libre ou plus libre, tu sais, pas nécessairement 100%, puis cette personne-là a dit, exemple, moi, je veux révolutionner l'industrie du développement personnel parce que ce que je remarque depuis 27 ans, mais en francophonie depuis 15 ans à peu près, c'est que les gens ont juste pris le modèle américain de faire du marketing d'image avec des belles photos en vacances avec la famille pour montrer qu'on vit une vie de rêve, puis des belles photos léchées de plein d'affaires pour montrer qu'on a une vie de rêve. Quand c'est pas ça, la vraie vie des personnes, ben, on le sait, là, les célébrités aussi, ils disent, ma vie ne ressemble pas à ça, tu sais, je suis pas tout le temps maquillé par des maquilleurs professionnels, je peux voir. Ben, le même principe, fait que il y a comme une grosse projection d'image dans le monde du développement personnel où les gens vendent la lune. Mais finalement, quand tu achètes le programme, tu reçois une roche, mais tu t'es fait vendre la lune. Autrement dit, les résultats extraordinaires qui ont été vendus, c'est pas ça qu'on reçoit dans la réalité. Fait qu'au début, ça me frustrait puis ça me révoltait. Aujourd'hui, je fais juste remarquer que c'est rendu ça l'industrie. Puis moi, je veux changer les choses. Mais là, je le fais pas à partir d'une révolte, je le fais à partir d'un élan proactif de je fais des démonstrations de techniques efficaces. Je prouve que ça existe des techniques efficaces. J'ai plein de témoignages, je les montre aux gens pour qu'ils sachent que oui, on peut changer, parce que ce qui se passe avec la mentalité américaine puis le marketing américain, c'est que les gens se font vendre leur rêve, puis dans la réalité, ils se concrétisent pas, puis là, ils deviennent déçus, puis ils se mettent à croire que le développement personnel, ça marche pas, c'est du vent, en québécois, c'est de la bullshit. Puis c'est vrai quand on prend des programmes copiés des Américains, mais il n'existe pas juste ça. Fait que moi, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie d'emmener un nouveau type de professionnel dans le domaine, qui est le professionnel qui a pris le temps de développer ses compétences, qui a pris le temps de se pratiquer puis s'entraîner pour savoir ce qu'il fait pour de vrai, puis qui a pris le temps aussi de vraiment développer son intégrité, puis développer ses programmes pour que quand il les vend ou il les propose, ben, ils ont fait leur preuve, les programmes. C'est pas juste quelque chose que j'ai pris des morceaux à gauche, à droite, du secret, puis de ci, puis de ça. Je mets ça, puis là, je le vends. Ça m'a pris 3 jours ou une semaine de monter ça, puis là, je le vends 2000 $, puis je dis, voici mon programme extraordinaire, révolutionnaire, que j'ai créé grâce à mes recherches, tu sais. C'est qui est souvent ce qui est dit dans le marketing. Puis là, moi, je fais comme, ben, ouf, ça, c'est une copie de Harv Eker, ça, c'est une copie d'Anthony Robbins, ça, c'est une copie de, tu sais. Voilà. Ben là, mais on sent quand même dans les premières questions que tu nous as posées la première fois, c'est que c'était réfléchi, c'était une façon claire et précise. Tu voulais qu'on arrive à une position, tu sais, puis c'est une position dans laquelle on se croit, je veux dire, quelque part. On s'analyse du mieux qu'on peut, mais on peut se faire des histoires aussi, là, tu sais. Exact. Donc, c'est important aussi qu'on prenne conscience que c'est pas parce que c'est là que c'est vrai. Je pense que quand on va avoir passé à travers toutes les étapes des éliminations et tous les exercices et ce qui vient avec, je pense que c'est là qu'on va vraiment comprendre ce qu'on est puis ce qu'il nous reste à faire. C'est sûr qu'en 27 ans, j'ai jamais trouvé quelque chose de plus efficace, pertinent et éclairant que l'expérience directe dans la réalité physique et dans le corps et dans le système nerveux. Autrement dit, tant qu'on n'a pas fait des exercices, tant qu'on n'a pas exploré avec d'autres humains, observer d'autres humains, s'observer soi-même et faire des exercices de liberté ou d'illumination, c'est sûr qu'on fait la meilleure évaluation qu'on peut à partir de ce qu'on connaît. Je veux dire, puis ça, c'est vrai à chaque moment de notre vie, dans tous les domaines, je peux juste m'évaluer au meilleur de ma capacité. Plus je gagne en expérience vécue, ça ne veut pas dire parler intellectuellement pendant 5 ans, là, ni lire des livres, je veux dire des expériences vécues. Plus je gagne en expérience vécue, plus tout ça devient clair et évident et même simple. Ouais. Comme le goût d'une tomate. Je peux en entendre parler pendant 8 ans. Quand j'y goûte, toutes les explications que j'ai entendues deviennent vraiment simples et évidentes. Même principe. Comme toute autre expérience. C'est ça. Donc, toi, Sly, tu disais, bon, OK, je me suis analysée, mais je trouve ça le fun de s'analyser puis de prendre le temps de se poser la question, je vis comment? Je vis-tu dans mon passé? Je vis-tu dans mon présent? Est-ce que je sens ce que je fais aujourd'hui? Je pense que la base de ce qu'on fait, c'est de vivre maintenant, là.
Je me suis rendu Pour compte, moi, moi, que j'étais dans l'avenir, j'étais dans le futur parce que je veux créer un meilleur futur. ouais, Mais j'oublie le moment présent, puis qu'est-ce que je peux faire concrètement en ce moment pour arriver éventuellement au changement, mais ouais. sans avoir trop d'attentes, puis sans me projeter trop loin. C'est pour ça que le moment présent est tellement important et ça fait partie de mes prises de conscience. Restez avec nous, chers amis, puisqu'il y aura une deuxième grille d'évaluation aujourd'hui. On va aller dans le deuxième type d'illumination qu'Alexandre nous propose. C'est à travers ses 25 ans et plus, 27 ans d'expérience qu'Alexandre a développé 4 types d'illumination. La semaine passée, ça a commencé avec la liberté mentale. On y va aujourd'hui avec la liberté émotionnelle. Et déjà là, en ce moment, je trouve que ça va être chargé. Est-ce que je me trompe? Parce que les émotions, là, ça contrôle l'être humain. Là. Mm-hmm. Oui. Ben, chargé ou pas, ça dépend des points de vue et des interprétations. C'est sûr que c'est un élément, un gros levier ou un élément important de l'expérience humaine, je te dirais, surtout de la manière qu'on est conditionné, élevé dans notre société moderne. Je contraste avec les explorateurs ou les anthropologues qui ont été observés des indigènes. Puis je peux déjà dire que dans une tribu d'indigènes, il y a beaucoup moins de cas d'anxiété et de dépression que dans notre société moderne. C'est vrai. fait que déjà, je peux dire que la dépression et l'anxiété n'est pas nécessairement quelque chose de naturel et normal, en tout cas un aussi haut pourcentage que ce qu'on connaît puis qu'on entend dire dans les médias quand on voit les statistiques. Mais c'est vraiment relié à notre mode de vie qui est constamment répété et conditionné et qui on va vers, je vais appeler, qui s'empire, entre guillemets, dans le sens que il y a de plus en plus de stress qui amène de plus en plus de fatigue, qui amène de plus en plus de dépression, d'anxiété, etc. Fait que oui, l'aspect émotionnel, ben, c'est parce que ça détermine comment on se sent. Tu sais. Puis là, si j'avais donné, il y a 2 entrevues, je pense, l'exemple de imaginez si vous arrivez ici maintenant sur Terre dans ce corps-là, mais il n'y a rien, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'identité, etc. Ça change vraiment tout parce que là, je peux faire ce que je veux. Puis ça, c'est une nuance importante. Là. Si les gens parlent de souvent la définition très traditionnelle de l'illumination, là, quand on dit qu'il y en a juste une, là, bon, moi je dis qu'il y en a 4, mais c'est les gens, pour essayer de faire comprendre ça, ils disent qu'il y a le vrai soi, puis il y a, mettons, la personnalité, le mental ou l'ego. C'est 3 synonymes. Puis si on veut vraiment saisir la nuance, c'est si tu prends un humain, pour une raison X, là, mettons, il y a un accident ou peu importe, il y a une amnésie totale, OK? Il sait plus son nom, il sait plus qui il est, il sait plus son passé, il sait plus il sait plus s'il est père ou pas, il sait plus c'est qui son amoureuse ou amoureux, puis il sait pas c'est quoi sa job, OK? Même si on y enlève tout ça, cet humain-là, parce qu'il fait de l'amnésie totale, est-ce qu'il existe encore? Puis est-ce qu'il est encore qui il est? Ben, la réponse ultime, c'est oui. Autrement dit, ce qu'il est vraiment est encore là, même si on enlève tout. C'est ça que les maîtres appellent le vrai soi. C'est la façon la plus simple que j'ai trouvé de l'expliquer aux gens qui n'ont pas lu plein de livres sur l'illumination, c'est que même quand on enlève tout à un humain, incluant sa personnalité mentale puis son rôle, ses rôles, tu sais, je suis papa, je suis formateur, auteur, bon, même si on enlève tout ça, la personne existe encore. La preuve, c'est qu'elle est là devant moi puis elle est vivante. Puis elle est consciente, puis on peut interagir. Sa présence est encore là, même si j'ai tout enlevé. Fait que les émotions, ce qui se passe, c'est que c'est ce qu'on ressent. Puis ça influence beaucoup comment on perçoit la réalité et comment les décisions qu'on prend puis comment qu'on va agir. Fait que si je me sens découragé, habituellement, c'est pas à ce moment-là que je vais passer à l'action. Fait qu'une personne qui se sent régulièrement découragée, autrement dit, c'est un conditionnement émotionnel qui se répète à travers le temps, va avoir tendance à ne pas passer à l'action. Fait que si la personne a un pattern de découragement sur 20 ans, elle accomplira pas beaucoup de choses pendant le 20 ans, même si dans le fond de son cœur, elle a des rêves ou elle veut accomplir. Mais le feeling de découragement emmène de l'inaction parce que c'est ça le comportement normal aligné avec un état de découragement.
Et il faut dire que l'illumination à laquelle tu parles, c'est au final pour vivre pleinement dans le moment présent et librement, être vraiment libre. Donc, tu parles de préoccupation, de blocage. Ben, justement, quand on s'élève, on s'illumine, on défait ça. Donc, on vit de façon plus légère et libre. Là, avant d'aller plus loin, Alexandre, Sandra, je veux clarifier quelque chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mélangent entre les sentiments et les émotions. Et moi, j'ai appris à faire la différence dans mes cours de croissance personnelle il y a très longtemps. Puis, j'aimerais l'expliquer aux gens et je pense que tu es la bonne personne, Alexandre, pour qu'on fasse la différence puisque un sentiment mettons, on ressent de l'amour, puis une émotion qui est de l'extérieur, c'est pas pareil, là. En fait, je peux donner ma définition. Pour moi aussi, il y a une différence entre ces deux types de feeling-là, on va dire, parce que là, c'est dur de prendre des mots, mais pour moi, un sentiment, c'est quelque chose qui peut exister de manière spontanée, autonome, sans être nourri nécessairement par les pensées ou le mental ou d'autres personnes. Exemple, tu sais, le meilleur exemple, c'est les gens qui méditeraient. La personne médite, là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut méditer, mais c'est juste pour expliquer. Je médite, puis là, il y a comme un sentiment de joie qui apparaît ou d'amour, mais il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de concept, il n'y a pas de pensée. Je ne suis pas en train de me rappeler un souvenir que j'étais joyeux ou heureux. Puis le sentiment, il apparaît, puis il grandit. OK? Versus, pour moi, une émotion, habituellement, c'est soit déclenché ou nourri par ce qu'on appellerait le mental ou les pensées, c'est-à-dire de l'inquiétude. Okay? Pour donner un exemple, ben, de l'inquiétude, il faut que je pense que quelque chose de grave va arriver dans un futur rapproché ou plus loin pour m'inquiéter, parce que si je pense pas ça, je peux pas ressentir de l'inquiétude. L'inquiétude est toujours par rapport à s'il arrive quelque chose, tu sais, s'il arrive un accident, s'il arrive, mettons, j'arrive en retard à tel événement super important, là, je commence à m'inquiéter. Puis là, à mesure que j'ai des pensées d'inquiétude, j'ai des feelings ou des sensations dans mon corps qui sont en lien avec les pensées d'inquiétude. Puis là, on appelle ça « je m'inquiète ». La même chose pour la colère. Ben, c'est dur d'avoir de la colère sans aucune pensée. C'est possible. Je ne dis pas que c'est impossible parce que si une personne m'attaque puis je m'en attends pas, j'ai pas de pensée à ce moment-là. Je m'en attends pas. Puis ça se peut que j'aie de l'agression qui monte pour me défendre. Sauf que ça, ce que je viens de vivre là, est une réaction à ce qui se passe dans l'instant présent dans la réalité versus si je pense ou je rumine à quelque chose qui s'est passé il y a une semaine, puis là, avec les scénarios puis mon dialogue interne, je ressens de la colère, ben on n'est plus dans l'expérience spontanée de l'instant présent de je me fais attaquer puis j'ai de l'agression pour me défendre. C'est une sorte d'agressivité qui monte pour me défendre ou une pulsion de me défendre. C'est d'autres choses parce que là, j'ai des pensées qui roulent, qui entretiennent ou qui déclenchent et ou entretiennent, nourrissent la colère. Fait que pour moi, une émotion demande presque toujours des pensées, peut-être pas pour le déclencheur, là, pour le début, mais pour les maintenir en place, les émotions, ça prend des pensées, sinon ils ne durent pas longtemps. Un sentiment peut apparaître de lui-même, des fois peut durer longtemps ou pas longtemps, sans qu'on l'entretienne. Fait qu'il y a des gens, des fois, ils ne savent pas pourquoi, ils ont un état de paix ou de joie qui dure pendant des heures, ils n'ont rien fait de spécial, puis ils ne sont pas en train de penser à quelque chose de spécial, ils ne s'en vont pas en vacances dans 2 jours, etc. C'est juste, je ne sais pas pourquoi, je me sens vraiment bien aujourd'hui. Ça, on pourrait appeler ça un sentiment spontané, dans le sens que c'est spontané. C'est pas de l'anticipation qui me crée de la joie, de l'anticipation mentale. Donc, une émotion, comme Slice, tu disais tantôt, ça peut être une genre de programmation. De ce que j'entends, c'est comme quelqu'un qui fait de l'anxiété, mais dans le fond, elle n'a pas de raison d'en faire, mais elle va s'organiser pour vivre quelque chose d'anxieux à force d'y penser. Ben pour moi, les émotions, ça en fait partie, ce que tu décris là, Sandra, mais c'est aussi, admettons, je me promène tout heureux sur le trottoir, puis quelqu'un arrive, puis qui me dit « Hey, t'es bien laid ». Là, en dedans de moi, je suis comme ébranlé, j'ai une émotion. Pour moi, c'est une émotion. Puis j'ai appris que c'était de plus en plus inutile. Peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi, Alexandre, mais les émotions, j'essayais de les éliminer de ma vie parce que c'est souvent généré par l'extérieur. Mon chien m'a appris ça. Parce que souvent, tu sais, on dit « Oh, t'es-tu cute? T'es-tu... » Puis il me regarde, puis il s'en fout, lui.
Ça ne change pas sa vie, ça ne change pas. Ouais. Le fait que tu me trouves beau ou laid, ça ne change pas qui je suis. Donc, pour moi, c'est de l'émotion générée par l'extérieur. Je me laisse moins ébranler par l'extérieur. C'est pour ça que je privilégie les sentiments, parce qu'ils sont c'est plus pur, c'est plus... Ouais. Ben, on va plonger un petit peu plus en profondeur dans la psychologie humaine. Pour moi, ce que tu décris, Sly, je suis d'accord avec toi qu'ultimement, si on y va dans l'absolu de l'absolu, ça ne sert pas à grand-chose. Le fait est qu'on le vit quand même dans la réalité. Fait que je peux pas nier. Si je nie, je suis en train de nier, il faut que je sépare ma conscience en deux pour... Là, c'est ce que j'appelle moi. Puis ce que je veux nier, puis là, je le sépare de moi, puis là, je le garde là, puis ça prend de l'énergie pour me garder dissocié à l'intérieur. Ce qui est pour ça qu'il y a plein de gens qui se sentent incomplets, puis fatigués, puis stressés. C'est parce qu'ils font ce truc-là de ça sert à rien ces émotions-là, ou ça me fait souffrir, je ne veux pas. Puis là, ils font juste... Ils s'en libèrent pas, ils font juste les enfouir dans leur garde-robe de leur cerveau à quelque part ou de leur conscience. Puis là, ça reste là quand même. Puis ça demande de l'énergie à garder comme ça enfoui. Fait que c'est pas nécessairement la meilleure stratégie. Mais en dehors de ça, ce que tu décris pour moi, ça revient quand même à une forme de conditionnement. C'est-à-dire, quand je dis que les émotions sont créées et ou maintenues par des pensées, ça peut être tellement instantané qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des pensées impliquées dans l'expérience. Ce que les gens appelleraient une pensée inconsciente ou un fonctionnement inconscient. Fait que, pour moi, comment les gens interprètent la réalité détermine comment ils vont se sentir dans une situation donnée ou comment ils ont été conditionnés. Ça veut dire que si à chaque fois que la personne elle avait un bon résultat sur son bulletin, puis là, elle arrivait à la maison, puis elle disait « Ah, papa, regarde, comme j'ai eu un A+, ou peu importe. » Puis là, il dit « Hey, arrête de te péter les bretelles parce que le monde déteste les gens qui se vantent. » Comme ça à chaque fois. OK? Ben là, cette personne-là, elle va se promener et elle va faire « C'est pas correct d'être content d'avoir réussi. » Fait que là, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va parler dans ce sens-là, tu sais, exemple, check-les l'autre avec sa Porsche, là, qui se pense bon, là. Puis là, tu l'entends, même si l'autre est loin, là. Ça va faire... Ça va ramener tous les feelings de ce moment-là. Mais si, on reprend l'exemple de la personne qui vient juste d'arriver, si j'enlève toutes ces interprétations-là que j'ai appris pendant toute ma vie, tous les conditionnements, c'est-à-dire telle situation est connectée avec tel feeling, telle autre situation est connectée avec tel autre feeling, puis là, à force de répéter, ça devient automatique. Si j'enlève tout ça de l'humain, la personne se fait dire « t'es bien laid ». Change rien parce que s'il n'y a pas de feeling conditionné, ça ne fera pas apparaître le feeling que je me sens mal de me faire dire ça. Puis ça, je l'ai vu à un moment donné, je suis allé voir Byron Katie dans un atelier de 2 jours, qui est comme l'équivalent féminin des cartes Tollé, pour ceux qui ne la connaissent pas. Puis, pas longtemps après le début, là, elle a fait sa petite intro qu'elle nous a regardé pendant trop longtemps, là, 15 minutes, je ne sais pas, puis là, on attendait qu'elle parle. Puis là, après, elle parle un peu, étant juste en train de, je vais appeler ça partager sa présence, puis je ressentais que ça commençait déjà à me changer, mais bon. Là, à un moment donné, elle dit « OK, nommez-moi des défauts. » Fait que là, tout le monde n'était pas à l'aise. C'est comme Madame Illuminée, auteur de best-seller. Puis là, elle demande qu'on lui dise ses défauts. Le monde est, tu sais, personne n'a levé la main. À un moment donné, il y a un jeune homme qui lève la main, puis il dit t'es trop grosse. Elle dit OK. Puis là, ce qui est drôle, c'est qu'elle est dans son état d'illumination. Fait qu'elle fait, tu sais, comme si elle arrivait sur Terre, tu sais, puis elle n'a pas perdu son intelligence puis ses capacités adultes, là, mais juste pour donner une idée de sa liberté puis sa non-interprétation, mettons que je peux le dire de même. Elle dit OK, mais trop grosse, pourquoi? Là, il ne comprend pas sa question. Elle dit trop grosse pour sauter en parachute, trop grosse pour marcher, trop grosse pour nager, trop grosse pourquoi? Puis là, il fait comme je ne sais pas. OK. La critique, faut comme que tu crois déjà à toute l'hypnose sociale pour avoir un contexte pour que la critique fasse du sens et que tu l'interprètes comme étant négative. Si tu n'as pas ça, trop grosse pourquoi? Faire du sidou. Trop grosse pour que quelqu'un m'aime, trop grosse pourquoi? Puis le gars, il ne savait pas quoi dire. Parce que tu ne peux pas rien dire à moins de croire à tes conditionnements. Puis moi, je ne peux pas réagir de telle manière si la personne elle me dit que je suis laid ou peu importe, à moins que je ressente mes conditionnements.
S'ils ne sont pas là, ben, la personne, j'ai entendu un humain me dire que j'étais laid. Mais comme je ne l'ai pas interprété comme étant quelque chose de mal ou quelque chose qui m'atteint personnellement, puis là, il faut que je le prenne personnel, puis là, que je réplique, moi, je continue ma vie, là. C'est ça. Tu sais, fait que la liberté émotionnelle, ça revient à... Finalement, on a eu plein de conditionnements émotionnels à travers plein d'expériences répétées, souvent les mêmes sortes, parce que nos parents, ils avaient le même fonctionnement à chaque jour. Fait qu'on a les mêmes types de conditionnements dans les mêmes situations. Tu sais, c'est pas comme s'il y avait une variété à chaque jour. Puis des fois, oui, il y a des événements différents qui peuvent emmener d'autres conditionnements. Là, après, j'ai mes conditionnements à l'école, avec les amis. Première relation amoureuse, ça s'est passé comment, ça conditionne aussi, etc., etc. Quand on libère ça, défait ça, déconditionne ça, ça fait que de plus en plus en temps réel, on peut être qui on est et vivre les sentiments qui apparaissent en temps réel en vivant l'instant présent au lieu de vivre nos émotions conditionnées. Là, ça change toute l'expérience, puis la qualité de vie, puis de bien-être. C'est comme deux réalités bien différentes. Fait que si à chaque fois que je me fais donner un commentaire duquel je pourrais apprendre puis m'améliorer, moi, je le sens comme une critique que je prends personnelle, parce que c'est ça mon conditionnement. Ben, je m'améliore pas parce que je suis occupé à rouler dans moi de pourquoi cette personne-là est si méchante, qu'elle me critique tout le temps, puis blabla. Versus, ben, est-ce qu'il y a des parties d'informations vraies dans ce que la personne vient de me dire? Oui, lesquelles? Ça. OK? Bon, je veux-tu vraiment que ce soit ça que je fais dans la réalité? Non. J'aimerais mieux que ce soit à l'affaire. OK, je m'améliore à partir du feedback. Même si la moitié était vraiment ridicule, pas rapport avec les faits ou mesquin, dans le commentaire, ouais, mais la partie qui est basée sur les faits, c'est encore de l'information utile ou valide. Puis si je suis en état de liberté, je peux la recevoir. Puis j'ai le discernement, parce que j'ai pas perdu mes capacités d'adulte, j'ai le discernement de détecter ce qui est vrai ou ce qui est basé sur les faits, puis ce qui est juste des opinions, puis les conditionnements de l'autre personne qui en a aussi des conditionnements et des interprétations uniques de la réalité. Oui. Dans le fond, la dame, elle a reçu le commentaire de la personne, puis elle a entretenu avec lui une conversation, mais techniquement, logiquement, elle aurait passé outre, puis elle n'aurait même pas, elle n'aurait pas dit un mot. Là, c'est parce qu'elle était devant du monde qu'elle a dit. Elle est en train d'enseigner. Donc, l'exemple permettait d'enseigner parce que les gens ils voyaient bien qu'après 2-3 questions, le gars, il savait plus quoi dire parce qu'il ne pouvait pas expliquer pourquoi qu'elle était trop grosse. Pas pourquoi dans un mot, pourquoi en 2 mots. Pourquoi elle est trop grosse. Je vois un parallèle avec ce que j'ai dit tantôt. Si je marche dans la rue puis quelqu'un me dit que je suis laid, je suis laid par rapport à qui, à quoi, c'est quoi tes critères. Donc là, ça crée une émotion. Ça aurait pu créer une émotion chez la conférencière, l'auteur. Mais étant donné qu'elle enseignait, ben, elle a pris du temps là-dessus, mais sinon, elle passe outre. Et c'est ça, je pense, en tout cas, ce que tu viens nous parler aujourd'hui, c'est ça, la libération, la liberté émotionnelle. C'est qu'on ne se laisse pas atteindre par ça, on est au-dessus de ça. Oui, j'aime ça nuancer parce que des fois, les gens utilisent des phrases, puis j'ai passé plein de temps à étudier la sémantique puis comment les gens interprètent. Puis si je dis, OK, la personne est au-dessus de ça, ça donne l'impression qu'elle est juste dans sa tour d'ivoire, dans sa tête dissociée de la réalité puis qu'elle ressent plus rien. Puis en fait, la liberté émotionnelle, c'est un petit peu le contraire. C'est que la personne, elle ressent plus pleinement, mais elle n'est pas en train de ressentir plein de pensées mentales puis plein d'émotions conditionnées. Elle est en train de ressentir l'instant présent. C'est pas la même chose. Fait elle n'est pas au-dessus de la réalité puis des autres, elle est plus pleinement présente à la réalité puis aux autres, même les gens méchants. Méchant, ça veut rien dire parce que méchant, c'est quoi ta définition puis comment il faut agir pour être méchant. Bon, tu sais, on parle là-dedans. Mais ça revient que la personne n'est pas au-dessus, elle est plus là. Fait que si je te le fais en sensoriel, parce que j'aime ça donner... Quand on explique en sensoriel, ça fait plus de sens. La plupart des humains, il arrive quelque chose dans la réalité, des paroles, des gestes, peu importe. Habituellement, les gens sont déjà en train de se fermer puis de résister à ce qui se passe dans la réalité, de toute façon, par réflexe, pour X raisons. Puis, en même temps, il y a des émotions qui roulent puis des pensées, puis là, les deux s'entretiennent. Fait que là, tu as une émotion qui stimule des pensées. Fait que si j'ai un feeling joyeux, habituellement, ça va emmener des pensées joyeuses. Si j'ai un feeling dépressif, ça va emmener des pensées dépressives. Fait que les gens, souvent, en développement personnel, ils enseignent que
c'est la pensée qui est le point de départ. Puis l'équation, c'est toujours pensée égale émotion. Mais ça marche dans tous les sens, l'être humain. L'émotion va emmener des pensées qui sont alignées avec l'émotion. Fait que ça marche toujours dans les deux sens. Fait que si quelqu'un m'attaque, je reprends mon exemple, j'ai pas de pensée à ce moment-là, je m'en attendais pas du tout. Puis là, j'ai comme une sorte d'agressivité, puis une poussée d'adrénaline pour me défendre. Après que c'est fini, puis que j'ai encore de l'adrénaline, là, j'ai pas eu le temps de penser, là, j'étais en train de me défendre. Mais après que c'est fini, je vais avoir des pensées de ce que j'aurais pu faire pour mieux me protéger, comment j'aurais pu tout ça. C'est pas des pensées de joie. C'est des pensées qui sont alignées avec le fait que je suis encore dans l'adrénaline puis dans le choc de m'être fait attaquer. Mm-hmm. Fait que l'équation marche toujours dans tous les sens. Autrement dit, les pensées peuvent créer les émotions et les émotions peuvent créer les pensées et ça peut s'entretenir l'un l'autre. Fait qu'à partir de là, la plupart des humains, ils résistent à ce qui se passe, c'est-à-dire ils veulent pas ce qui se passe dans le présent. Fait qu'ils disent va-t'en, je te veux pas. Puis là, ils deviennent tendus puis ils résistent. Fait qu'ils sont fermés à la réalité de l'instant présent. Puis en plus, il y a des pensées et des émotions qui roulent comme ça en continu pour la plupart des humains que je vais appeler normal dans la société moderne. Je ne parle pas des indigènes. OK? Une personne qui vit dans l'état de liberté émotionnelle, si on va le dire comme ça, si je le mimais, là, ou je le mettais en sensoriel, c'est comme si cette personne-là, au lieu d'avoir un mur devant elle ou des résistances, c'est comme si on ouvre toute la personne et on ouvre toutes ses parts de peau. Il y en a à peu près 2 millions. Puis toute la réalité de l'instant présent rentre librement. Les sons, les feelings des autres, mes feelings circulent librement dans mon corps. Ce que je vois peut rentrer librement et l'expérience qui est en train de se vivre ici maintenant, ou la réalité qui est en train de se vivre, peut rentrer. Là, les gens disent, ouais, mais si l'expérience est désagréable. Ouais, mais si tu es vraiment libre, tu vas le sentir, puis tu vas faire un choix éclairé dans l'instant présent. Fait que la personne a dit, OK, j'étais à un party, c'est désagréable. Ouais, mais là, si je pars, qu'est-ce que les autres vont penser? Je vais rester, j'endure ce qui est désagréable. La personne qui est libre est au party, ça rentre, là, librement. Ça circule. Ouais, ben, c'est plate, ce party-là. Je vais y aller. Je dis salut à tout le monde, je m'en vais. Puis je suis bien d'avoir fait ça. Puis là, quand je m'en vais chez nous en auto ou en marchant, je ressens la tranquillité de l'environnement. Tu es en paix avec ça. Je suis en paix, puis là, il y a peut-être une joie qui monte parce que là, je sais pas, je regarde la pleine lune, puis je sais pas pourquoi, mon cœur s'est ouvert. J'ai donc bien fait de ne pas y rester là. OK, attends un peu. Si, Alexandre, je pars du party, mais là, je reçois un texto en cours de route puis qui dit « Hey, t'es où? T'es donc bien sauvage d'être parti? » Oui. Ben là, ça dépend. Est-ce que je suis dans un état de liberté mentale et émotionnelle ou je suis encore conditionné mentalement et émotionnellement? Si je suis conditionné, je vais faire « Oh shit, c'est ça, le monde, il pense que je suis un trou de cul. » Puis là, quand on va être au bureau ou la prochaine fois qu'on va se voir, ça va, je vais me sentir mal parce que là, ils vont me juger. Puis là, tout ça, c'est dans ma tête. Là. Mm-hmm. Parce que la personne qui a écrit le texto, tu sais, là, moi, je viens de faire la réaction normale. Là. OK, je roule dans ma tête là-dessus, puis là, je me torture. Jusqu'à temps que je m'endorme ou que d'autres choses arrivent. Okay? Il y en a qui peuvent se torturer des mois, d'autres, c'est des minutes. On a chacun notre affaire. Mm-hmm. Mais mettons que la personne est vraiment libre à lire le texto. Elle est libre. Fait qu'elle a vu ce qui était écrit sur l'écran, parce que c'est un texto. J'ai des mots sur un écran. Mm-hmm. Ça a rentré l'information. Point. Là, après ça, la personne, elle peut décider d'évaluer ça, comme j'expliquais tantôt. La personne qui a écrit ça, d'habitude, c'est la personne qui est tout le temps négative, qui chiale tout le temps, puis qui parle dans le dos des autres négativement, ou c'est-tu une personne bienveillante habituellement? C'est qui a écrit ça? OK. Oui, parce qu'elle peut être inquiète là, de la personne qui est partie. Ou elle peut être ça. Ça se peut, là. Oui. Ou elle peut être, tu sais, elle peut être dans un état altéré qui fait que, bon, c'est pas nécessairement viable ou valide. Bon, fait que là, je peux juste me poser quelques questions reliées aux faits dans la réalité, par rapport avec des interprétations conditionnées de mon enfance ou de l'adolescence ou autre. Puis à la fin, je conclus, ben, cette personne-là était vraiment déjà altérée quand je suis parti. Puis c'est la personne que même quand ça va bien, elle trouve quelque chose de négatif à dire. En temps normal, de toute façon, sans alcool. OK. Bon.
Fait que, qu'est-ce que je fais avec ça? Je pense à d'autres choses parce que c'est pas valide. C'est une personne qui fonctionne déjà à percevoir juste le négatif. Donc, c'est normal que son texto soit négatif. Comme Byron Katie, elle disait tout le temps quelque chose que j'ai trouvé génial. Tous les humains sont fiables. Vous pouvez vous fier qu'ils vont fonctionner comme d'habitude. Ah oui. Fait que la personne qui critique tout le temps, tu peux te fier d'avance qu'elle va te dire. Tu le sais. Elle est fiable. Elle va critiquer. Oui, puis la personne qui part du party, ben généralement, les gens vont dire, bon, ben regarde, il devait trouver ça plate, puis décider de s'en aller. C'est tout. Ah Ça finit là. Ou il part tout le temps de bonne heure parce que c'est un grand-père, il se couche de bonne heure. Mettons. Okay. Bon, peu importe la raison, ça regarde que la personne qui le vit, qui veut quitter la place. Mais je veux juste compléter, je veux juste fermer la boucle là-dessus. Donc, je ne réponds pas à ce texto-là. Je l'évite parce que là, je ne veux pas tomber dans la justification non plus. Si je suis parti, c'est mon droit. Mais là, on va encore plus loin dans les histoires de liberté et d'illumination. C'est parce que ce qui se passe, c'est que peu importe laquelle des 4 illuminations on parle, il y a comme ça évolue tout le temps. Il y a comme des phases de développement. Fait que je dirais, ça dépend où on est rendu à un moment donné. Quand on va assez loin dans n'importe quelle des libertés illumination, on a l'impression très, très forte, autrement dit, on ressent véritablement que c'est la vie qui fonctionne à travers nous. Puis rendu là, qui n'est pas nécessairement au début, quand on commence à jouer avec la liberté, mais rendu là, ces questions-là ne se posent pas parce qu'on va avoir un élan naturel, la même chose qu'un sentiment qui va apparaître de je réponds ou je réponds pas. Puis on va avoir l'élan d'écrire quelque chose de spécifique. Puis habituellement, là, ça va sonner ésotérique, mais c'est ce que chacun a besoin pour son évolution qui sort de l'expérience. Fait que je vais écrire à la personne une question ou une affaire, puis moi, je fais juste suivre mon élan, puis finalement, la personne, elle va relire ça le lendemain quand elle a dégrisé, puis ça va la faire comme réfléchir, puis ouvrir peut-être une possibilité dans ses croyances ou peu importe. Quand je suis conditionné, ce que je fais, c'est que tu as 2 humains conditionnés, puis là, ben, les 2 se battent avec leur conditionnement de c'est qui a les conditionnements les plus vrais que l'autre, donc c'est qui a raison. Mes conditionnements sont plus vrais que les tiens. Non, c'est les miens qui sont plus vrais que les tiens. Là, habituellement, ça n'amène pas bien nulle part. Mais dès que tu mets une personne libre dans le système, là, ben, je vais prendre une métaphore visuelle. Si je prends une horloge avec plein d'engrenages, puis j'en prends juste un, je l'enlève, puis je le change de grandeur, ça change la vitesse de rotation de tous les engrenages de l'horloge d'un coup, même en changeant juste un. Fait que quand tu prends un humain qui fait n'importe quoi, qui change ses croyances, qui règle ses traumatismes ou qui se libère de ses conditionnements ou qui devient juste très, très libre, n'importe quel type de liberté, puis tu le mets dans le même environnement qu'il était il y a 5 ans, ça va changer le système au complet. Si tu prends un membre de la famille puis tu le changes vraiment beaucoup, puis tu le remets dans la famille, ça va changer la dynamique au complet de la famille et les autres personnes inclus parce que tous les engrenages changent. Ouais. Puis il y en a qui ne veulent pas changer. Oui, mais ils vont être affectés quand même parce que tous les engrenages tournent en même temps. Fait que si tu en mets un bien plus petit ou bien plus grand, ça va changer toute la vitesse des engrenages, même ceux qui ne veulent pas. Ça va changer quand même quelque chose. Ça ne veut pas dire que, tu sais, ils vont quand même peut-être choisir dans ce contexte-là de rester les mêmes, mais il va avoir un effet quand même X, Y, Z que je ne peux pas prédire. Donc, si je comprends bien, c'est effectivement très intéressant. Si je comprends bien, la liberté émotionnelle, ce n'est pas d'éliminer nos émotions. Non, en fait, c'est quand on se libère des conditionnements émotionnels, autrement dit, dès que quelqu'un me critique, je ressens de la colère, dès que si je ressens ça, dès que telle affaire arrive, je ressens de l'anxiété. Si je me libère de ça et que je suis capable d'habiter mon corps, qui est l'étape 1 dans n'importe quel processus de développement personnel et spirituel, c'est que je suis présent dans mon corps physique, parce que sinon, pourquoi vivre? Dans le sens, je ne dis pas qu'il faut mourir, mais il est là. Pourquoi qu'est-ce qu'on est incarné en tant qu'humain si c'est pas pour vivre ce qui se passe dans le corps? Je ne sais pas. En tout cas. Fait que, étape 1, si j'habite mon corps et je me libère de mes conditionnements, ce que je vais réaliser ou ce que je vais vivre dans la réalité, c'est que les sentiments et les émotions durent vraiment pas longtemps. Ils sont vécus, puis après qu'ils sont vécus, c'est la prochaine chose qui est ressentie dans l'instant présent, puis la prochaine chose qui est ressentie dans l'instant présent, puis c'est ainsi de suite. Puis des fois, ce que je vais ressentir peut durer longtemps. Si
Je reprends mon exemple que je m'en attends pas, je me fais attaquer. J'avais pas de pensée par rapport à ça. Puis me défendre dure 1 heure. Ben, pendant 1 heure, je vais avoir de l'adrénaline. Puis peut-être une sorte d'agressivité de survie pour me défendre, ouais, de défense. Puis ça va durer 1 heure. Si ça dure 30 secondes, l'attaque, ben, je vais le sentir 30 secondes. Et c'est comme, puis là, Eckhart Tolle donnait un exemple intéressant parce que les gens disaient, ouais, mais tu ressens-tu du stress, toi, des fois, mettons que tu es en retard, là. Le dernier train, il part à 10 heures du soir, 22 heures. Puis là, ben, c'est dans 5 minutes, puis tu es quand même loin. Là, faut que tu partes à courir. Fait que là, Eckhart Tolle dit, ben, à part que, tu sais, si je mets de côté l'idée que tout ce que tu viens de dire est un scénario imaginaire qui n'est pas en train de se produire dans l'instant présent, il part avec ça. Okay. Il dit, ben oui, parce que c'est ça que la personne y donne, elle n'est pas en train d'y donner la réalité. Là, elle est en train de... Bon. Mais là, il dit, tu sais, mettons, ça m'est déjà arrivé, il dit, ben j'ai couru. Pendant que je courais, je respirais plus fort, puis mon cœur battait plus vite. Je suis arrivé dans le train, je me suis assis, mon cœur battait encore vite, puis à un moment donné, il a ralenti. Voici fin de l'expérience. Ah bon. Mais lui, il n'a pas fait le « Ah non, shit, je suis en retard. Ah, OK, mais là, je vais peut-être le manquer. Ah, mais là, go. Ah, phew. » Puis là, après coup, j'ai tellement failli le manquer, ça aurait été tellement grave, je l'aurais manqué parce que là, il aurait pu nommer toutes les conséquences graves. Puis là, il n'a pas fait ça, lui. Mais il a senti que son cœur battait plus vite puis qu'il était essoufflé. Il commence à être vieux, Art. Fait que... il s'est concentré sur sa mission, c'était d'arriver au train, mais s'il avait manqué, ben, il aurait vécu avec. Oui, puis il s'est même pas concentré. C'était ça l'action dans l'instant présent. C'est ça l'heure qui part. Puis là, il était l'heure, puis moi, j'étais à la distance. Je pars à courir tout de suite parce que c'est ça l'action pour me rendre. Fait que pas obligé de faire rouler l'hamster là, qui n'arrête pas. Là. C'est juste de le faire taire puis vivre le présent. Ultimement, c'est sûr que dire ça aux gens, ça marche pas parce qu'ils savent pas comment le faire taire, parce que c'est comme des automatismes. Mais déconditionner ça, ça amène qu'à un moment donné, la personne, oui, elle a beaucoup moins de pensée pour autant d'actions dans la réalité. Mm-hmm. Fait que, tu sais, là, j'entends déjà, là, j'aurais dû me lever plus de bonne heure, j'aurais dû passer moins de temps à parler à telle personne. Finalement, ça donne rien parce que c'est passé. Exact. T'es en retard, fais avec, puis c'est tout. Exact. Mais même se dire ça, c'est comme des pensées vont surgir quand même. C'est pour ça que je parle tout le temps, depuis le début, qu'on parle de ce sujet-là, de déconditionnement. C'est-à-dire, ça prend des techniques simples, efficaces, éprouvées, qui fonctionnent pour déconditionner. Autrement, on est toujours en train de gérer, de se battre contre les pensées automatiques qui apparaissent, puis il y en a tout le temps qui apparaissent. Fait que ça devient comme je vais appeler ça un effort de volonté infini qu'à un moment donné, on finit par abandonner. Parce que moi, j'ai essayé de gérer mes pensées puis juste dire, OK, c'est passé, j'ai plus besoin d'y penser. OK, je fais ça, OK, je tasse la pensée. Ouais, mais 3 secondes plus tard, il y en a un autre. Des fois, 1 seconde plus tard. Là, je vais-tu faire ça toute la journée, me dire c'est passé ou c'est dans le futur? Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, je fais juste ça, là, je fais rien d'autre. Fait que, tu sais, se gérer mental, tu sais, gérer le mental par le mental, dans mon expérience, c'est assez boiteux comme approche, dans le sens que ça donne pas de changement à long terme. J'utilise ma volonté mentale pour gérer le mental qui me donne des problèmes par ses conditionnements. Là, c'est comme essayer d'utiliser le problème pour résoudre le problème. C'est comme la solution n'est pas assez grande parce qu'elle est contenue dans le problème. Tu sais. Mais comment on fait dans ce temps-là pour pas alimenter ça, pour pas aller vers ça? Ben, on peut pas ne pas l'alimenter parce que c'est des automatismes. Fait qu'il faut comme littéralement déconstruire le mécanisme. Puis si vous voulez, je peux faire une démonstration, ça ne me dérange pas, ça va prendre à peu près 4-5 minutes avec un de vous deux. Mais il y a une technique que j'ai développée pour ça, parce que j'étais absolument incapable de méditer, puis quand je m'assoyais pour méditer, j'avais juste encore plus de pensées, puis ça me frustrait à un plus haut point. Oui, je comprends. J'étais tellement frustré parce que je lisais dans tous les livres qu'il fallait méditer, puis c'était comme le summum, tu sais. Puis j'étais pas capable. Fait qu'à un moment donné, il a fallu que je développe une technique juste parce que j'avais pas le choix si je voulais progresser dans cette direction-là. Fait que si vous voulez, un de vous deux, prenez une pensée qui revient régulièrement dans votre esprit. Puis je vais faire une petite technique, un outil qui fonctionne bien, juste pour que les gens comprennent, même s'il n'y a pas le vidéo en audio, on comprend l'expérience quand même, parce que c'est simple. Je vais laisser Sylvain aller, là. OK. Yeah.
de la viande fraîche, un cobaye que j'ai jamais eu. Tu vas voir, tout un cas, moi. Ouais, c'est correct, mais la technique est simple. Fait que dès que le cerveau comprend ce qui se passe, ça va bien. OK, j'y vais. Est-ce qu'il faut que je dise ma pensée? Ben, idéalement, là, prends quelque chose de pas trop impliquant, mais une pensée récurrente qui revient souvent dans ton esprit, comme soit tous les jours, à toutes les semaines, ou tu sais. Moi, le monde m'énerve. Parfait. OK. Fait que la pensée, moi, le monde m'énerve, OK? On part avec ça. Là, je vais te demander n'importe quoi que tu as proche de toi qui est un objet. Ça peut être un crayon, ça peut être des lunettes, n'importe quoi, une montre, OK? Je veux que tu tiennes ça dans ta main. Un objet, n'importe quel objet. Je vais prendre mon cellulaire. Parfait. Fait que tu le tiens bien. Là, je veux que tu le regardes. Là, je vais poser une question bizarre pour faire switcher ton cerveau d'une manière précise, OK? Fait que quand tu regardes ton cellulaire, OK? Alors, dis-moi la pensée juste parce que je l'ai déjà oublié. Le monde m'énerve. Le monde m'énerve, merci. OK. Fait que moi, le monde m'énerve. OK. Fait que quand tu regardes ton cellulaire puis tu pèses avec tes doigts dessus pour bien sentir sa densité, qu'est-ce qui est le plus tangible et réel entre ton cellulaire et cette pensée-là? Qu'est-ce qui est le plus tangible et réel entre ton cellulaire et cette pensée-là? Ben, c'est que je le tiens. Oui. Fait que la réponse, qu'est-ce qui est le plus tangible et réel entre ton cellulaire et cette pensée-là? C'est lequel des deux qui est le plus tangible et réel? La pensée est forte. Oui, je ne suis pas sûr de comprendre le. Okay. Ben, c'est juste c'est un truc que j'ai développé avec le temps, c'est que dans mon expérience, je me suis rendu compte que si on prend le temps de comparer une pensée à la réalité, puis on prend le temps vraiment de le faire, là, tu sais, pas juste intellectuellement, ben, c'est presque toujours la réalité qui gagne, puis dès que la réalité gagne, la pensée faiblit ou disparaît. OK? Ça, donc, la réalité, c'est que je tiens mon cellulaire dans mes mains. Oui, fait que moi, je te demande, qu'est-ce qui est le plus touchable et réel entre ton cellulaire et la pensée? Ben, c'est ce que je tiens dans mes mains. Parfait, OK. Fait que le cellulaire. Là, écoute bien, là, c'est toutes des questions super pointues que j'ai développées avec le temps. Quand tu réalises consciemment que le cellulaire est plus réel et touchable que cette pensée-là, et qu'il l'a toujours été, OK? Qu'est-ce que ça change à ton expérience à toi de cette pensée-là? Ben, ça fait que je peux lâcher le téléphone. Tu peux. Mais qu'est-ce que ça change à ton expérience de cette pensée-là? Quand tu réalises que ton téléphone, que la réalité est plus vraie que cette pensée-là, OK? Le monde m'énerve. Puis que la réalité a toujours été plus vraie que cette pensée-là. OK? Qu'est-ce que ça change à ton expérience de cette pensée-là ou qu'est-ce qui se passe avec cette pensée-là en toi? Quand tu réalises que la réalité a toujours été plus vraie que cette pensée-là. Aïe, aïe, aïe. Puis là, ce qu'on vit, c'est que c'est la première fois qu'il fait ça. Ouais. Puis le cerveau... Il résiste. Non, pas il résiste, mais il y a de la misère parce qu'on ne fait jamais ça dans la vie. On ne fait jamais cet exercice-là dans la vraie vie quotidienne. Fait que là, le cerveau, il fait comme, mais de quoi qu'il parle? Qu'est-ce qui se passe? Oui, j'ai de la misère parce que, premièrement, je suis dur de compreneur, là. Parfait. Sauf qu'une fois que j'ai compris, ça va bien, mais je suis dur de... Ouais. Fait que là, ce que je comprends, ce que je semble comprendre, puis tu me diras si je suis au moins sur la bonne voie, c'est que quand on a quelque chose dans les mains, c'est très physique, c'est tangible. Ouais. On met notre attention là-dessus. Ouais. Si on le lâche, notre attention est moins dessus. On est plus libre. Oui, mais c'est pas dans le champ ou c'est pas ça? Non, reprends ton téléphone. J'utilise pas ton téléphone comme une métaphore, OK? On ne fait pas de métaphore ici. OK. Là, je vais t'expliquer ce qui arrive habituellement. D'habitude, je ne fais pas ça parce que je ne veux pas induire, je ne veux pas faire d'effet placebo, mais là, juste pour aider ton esprit à saisir qu'est-ce qu'on est en train de faire puis où on s'en va. Je tiens un objet dans ma main, OK? Quand je l'ai développé, au début, je testais ça avec des clients. Puis là, j'ai changé de question plein de fois. Ça prenait 1h30 pour faire une pensée dans le temps. Là, ça prend d'habitude 4 minutes. Mais les premières fois, c'est un peu plus long, le temps que le cerveau il catch. Oui, moi, je suis un cas spécial. Mais, OK, je tiens la montre, OK? Quand je dis à un humain, là, OK, tiens ta montre, regarde-la, fais apparaître la pensée dans ta conscience, OK? Compare les deux, lequel qui est le plus vrai entre les deux? 99% du temps, l'humain va dire l'objet que je tiens, il est plus réel que la pensée que j'ai dans ma conscience présentement.
Dès que l'humain devient conscient que l'objet est plus réel que la pensée, il arrive un des phénomènes suivants. Soit que la pensée disparaît de la conscience, ça fait... Soit qu'elle faiblit, ça veut dire je la sens moins vraie. Ça devient moins vrai qu'avant. Ou soit qu'elle s'éloigne. C'est comme si elle était proche de mon corps, puis là, elle s'éloigne. Il y en a qui disent que la pensée sort de ma tête ou de mon corps, elle s'en va. Ça, c'est les réactions habituelles de quand la personne elle tient un objet, elle a sa pensée dans son esprit ou sa conscience, puis elle compare les deux, puis elle se demande lequel est le plus vrai. La comparaison, le fait de comparer la réalité à une affaire qui est immatérielle, parce qu'une pensée, ça n'existe pas dans la réalité, ça nous fait prendre conscience de manière beaucoup plus entière que la pensée n'existe pas dans la réalité. Dès qu'on devient conscient qu'elle n'existe pas dans la réalité, elle a tendance à faiblir ou disparaître ou perdre de son influence sur nous. Puis dès on commence à vivre ce phénomène-là, on devient plus libre, puis là, on peut pousser plus loin l'exercice. Là, c'est parce que j'attends qu'il y ait ce switch-là, mais c'est un exercice en 4 étapes. Oui, mais dans le fond là, c'est simple. Tu sais, c'est juste que là, tu dis le monde m'énerve, mais mettons qu'après cet exercice-là, tu dis ouais, mais là, t'es une minute, là. C'est pas tout le monde qui m'énerve. Ah, ben ça non, mais c'est pas un exercice de rationalisation. On n'essaye pas de trouver des contre-exemples. Ouais. On fait juste comparer à la réalité. Ben, regarde, je vais en faire un avec Sandra, juste parce que faut que ça aille vite. Ouais, je vais me reposer un peu. Okay. Fait que fais juste observer Sandra, puis remarquer si tu étais à l'intérieur de sa conscience, qu'est-ce que tu as l'impression qui se passe si tu imagines que tu es à l'intérieur de sa conscience? Fait que Sandra, n'importe quelle pensée qui est répétitive ou limitante ou stressante ou juste une pensée normale qui ne crée pas de stress, mais qui est récurrente. Fait que, c'est un automatisme qui apparaît dans ta tête là, à tous les jours ou à tous les semaines. Là. D'accord. OK? Ça se dit-tu à la radio? Oui. C'est un livre ouvert, Sandra, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Okay. Je suis toujours trop occupée. OK. Je suis toujours trop occupé. Fait que ça, c'est une pensée qui revient souvent dans ton esprit. Oui, c'est ça. Bon. Fait que là, remarque cette pensée-là, comment elle te fait sentir ici maintenant. OK? Fait que je suis toujours trop occupé. OK? Bon, ça fait un effet dans le corps, etc. Là, tu prends un objet, n'importe quel. OK? Tu le regardes, le crayon. Tu le serres avec tes doigts, tu sais, pour vraiment le sentir. OK? Qu'est-ce qui est le plus tangible, touchable et réel entre le crayon et la pensée? Je suis toujours trop occupé. C'est mon crayon. Parfait. C'est sûr. Quand tu réalises consciemment que le crayon est plus réel que cette pensée-là et qu'il a toujours été plus réel que cette pensée-là, qu'est-ce que ça change dans ton expérience de cette pensée-là? Ben, ça me dit que, dans le fond, avec ma pensée, je pense ça je devrais pas penser comme ça. Dans le fond, je devrais pas prendre ça au sérieux. Bon, on a deux rationalisateurs, c'est parfait. On recommence, OK? Mais là, je vais te guider plus précis. OK, vas-y. OK. Fait que tu as une pensée qui dit... je suis toujours trop occupé. Je suis toujours trop occupé. Je suis toujours trop occupé, OK. Tu vois, moi, il ne dure pas longtemps de penser. Oui, c'est correct. Tu vois, lui, toi, t'es dedans, là. T'es oublié, t'es sans foi. Ouais, j'ai pas besoin, il part seul. Ben oui, elle était plus là parce que c'est pas la mienne. Mais fait que là, quand je te demande qu'est-ce que ça change dans ton expérience de cette pensée-là, je veux pas que tu rationalises ce que ça devrait faire, que tu penses que ça devrait faire. Je veux que tu portes attention à la pensée. Autrement dit, que tu remettes ton attention sur la pensée, puis tu remarques qu'est-ce qui a changé dans la pensée comme telle. Est-ce qu'elle est rendue plus floue? Est-ce qu'elle a perdu du poids en termes de véracité? Est-ce qu'elle s'est déconnectée des réactions émotionnelles? Est-ce qu'elle a juste disparu? Etc. Parce que là, tu m'expliquais ce qui devrait arriver. Ben, je veux pas savoir ce qui devrait arriver parce que ça n'a pas rapport avec l'expérience directe. Moi, je veux l'expérience directe, je veux pas ce qui devrait. Parce que sinon, on reste encore dans le mental. C'est pour ça que je dis, rationaliser, c'est mais ce qui devrait arriver, selon l'exercice de ce que je comprends, c'est que ben là, elle devrait plus avoir d'importance. Oui, mais c'est pas ça la question. C'est quand tu réalises que le crayon il est plus réel que cette pensée-là, qu'est-ce que ça change dans ton expérience de la pensée? Ce que ça veut dire en sensoriel, c'est que tu remets ton attention tout de suite sur la pensée, puis tu remarques si elle est exactement vécue pareil comme avant. Pas du tout. Ben, c'est ça. On va leur faire vite. On va leur faire vite juste pour ne pas perdre tout le monde. OK.
Alors, dis-moi ta pensée. Je suis toujours trop occupée. Toujours trop occupé, OK. Alors, clairement, elle m'habite pas celle-là parce que j'en perds vite. Non. OK. Fait que je suis toujours trop occupé. Fait que quand tu regardes le crayon et tu le serres, OK? Qu'est-ce qui est le plus tangible, touchable et réel entre le crayon et cette pensée-là? C'est le crayon. OK. Quand tu réalises consciemment que le crayon est plus réel et touchable que cette pensée-là, qu'est-ce que ça change ici maintenant dans ton expérience de cette pensée-là? Fait que là, tu remets ton attention sur cette pensée-là. Je me libère de cette pensée parce que c'est ça qui est tangible. OK? Puis ça ressemble à quoi? C'est quoi l'expérience intérieure de se libérer de cette pensée-là? C'est du café ça de même? Elle se dissout? Qu'est-ce qui se passe avec la pensée quand tu mets ton attention dessus? Moi, je l'ai senti comme traverser. Tu sais, tantôt, je disais, quand je suis trop occupée, j'ai une boule dans l'estomac. Ben là, c'est comme si la boule avait passé et était sortie par en arrière. C'est ça que j'ai senti. OK. Fait que, mettons, je me lève, on est à la radio, mais c'est pas grave. Ça a fait ça de même. Oui, c'est ça. Oui, on est vidéo pareil. Ça a vraiment passé à travers mon corps. Fait que là, je me dis, ben oui, la seule affaire qui est vraie, là, c'est que le crayon, il est tangible, puis c'est ça, puis le reste, ben. Oui. Fait que là, je vous explique parce que ça, c'est. OK. Puis là, quand cette boule-là traverse puis disparaît puis sort de ton corps, je n'avais pas fini les 4 étapes. Qu'est-ce que ça te permet d'être? Ben, libre. Libre. OK. Puis comment tu te sens quand tu es libre? Bien. OK, good. Fait que là, c'est simple de même. J'ai une pensée, je la compare à un objet dans la réalité que je tiens et que je sers pour que physiquement, je ressente la sensation, la tangibilité. Là, quand je réalise que c'est ce que je tiens qui est plus réel et tangible, je retourne me concentrer sur la pensée, puis là, c'est là que les gens rationalisent tout le kit. Là, je veux pas savoir ça, moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe à ton expérience de la pensée. Puis ce qui s'est passé, c'est que la boule qui accompagnait la pensée, ça, c'est ton expérience unique à toi, qui était comme au ventre, a ressorti par le dos, puis elle est comme partie. Elle a juste sorti de ton corps. Paf! Fait que peut-être que c'était ça qui emmenait l'existence de la pensée, ou peut-être que la pensée créait ça, je ne sais pas. Mais ce qu'on veut savoir, quand je dis qu'est-ce qui change dans ton expérience de cette pensée-là, c'est on veut savoir qu'est-ce qui change dans ton expérience sensorielle de ton être ici maintenant, quand tu fais le jeu de comparaison, puis que tu réalises que ce qui est dans la réalité est plus réel que la pensée. Qu'est-ce que ça change dans ton expérience sensorielle? Puis toi, ce que ça change en sensoriel, c'est la boule dans le ventre assortie par le dos. Puis après ça, qu'est-ce que ça te permet d'être? Ça, c'est l'étape 3. Libre. Ben oui. Puis quelqu'un aurait pu dire joyeux. Puis quelqu'un d'autre aurait pu dire en paix. OK? OK? Puis là, qu'est-ce que tu ressens? Puis là, si on y va en sensoriel, ben je ressens de la légèreté au torse. C'est plus grand, c'est plus ouvert. OK. Ça, c'est du sensoriel. La rationalisation, ça serait, ben, je pense que, tu sais, quand il n'y a plus cette pensée-là, ce que ça ferait, là, la personne n'est pas en train de me dire son expérience, elle est en train de rationaliser ce que ça devrait faire selon ce qu'elle pense. On est encore en train de penser, on roule dans le mental. OK? T'as raison. Puis là, c'est de l'enseignement en même temps. C'est, oui, la première fois qu'on fait l'exercice, c'est bizarre, on fait jamais ça. Mais ça revient que je ramène les gens tout le temps dans le sensoriel puis dans le corps, à devenir conscient des détails du processus intérieur, parce que c'est là qu'on peut tout déconstruire. Oui, c'est donc bien simple, cet exercice-là. C'est simple. C'est très facile. C'est simple. C'était la première fois. Moi, le monde m'énerve encore, fait que je vais recommencer mon exercice. Oui, mais à un moment donné, tu vas comprendre. Oui, allez vous chercher un papier et un crayon, chers amis, puisqu'on a une belle évaluation qui s'en vient par rapport à la liberté émotionnelle pour nous permettre justement de vivre de façon plus légère. On a fait ça avec la liberté mentale. Ça nous permet une bonne prise de conscience et j'adore ça. Ça prouve que j'ai du travail à faire. Mon papier est prêt, mon crayon. OK, vous êtes prêts? OK. J'ouvre mon document. OK. Fait qu'on y va avec le numéro 1. Il faut juste écrire le numéro 1. Peux-tu me rappeler ce qu'on fait, Alexandre, pour les nouveaux auditeurs qui se sont joints à nous? OK. Fait que ce que j'ai pensé donner aux auditeurs à partir de la première émission de la série sur les 4 types d'illumination, c'est une grille d'évaluation simple pour se situer par rapport où est-ce qu'on est rendu par rapport aujourd'hui à la liberté émotionnelle, puis à la dernière entrevue par rapport à la liberté mentale. Pourquoi? Parce que si je fais une direction dans Google Maps ou Waze ou peu importe, j'ai toujours mon point de départ et mon point d'arrivée, ma destination. Puis là, je peux avoir un chemin clair entre les deux. Fait que quand les gens ne savent pas où ils sont, des fois, ils se surévaluent ou ils se sous-évaluent selon leur manière de fonctionner habituelle. Ceux qui se considèrent inférieurs vont se sous-évaluer, puis ceux qui se considèrent supérieurs vont se surévaluer.
À partir de là, quand on a une évaluation claire qui est la même pour tout le monde, on peut prendre le temps de se situer de manière honnête, parce qu'il faut être honnête pour avoir un résultat valide. Puis à partir de là, ben, on sait ce qu'on a à travailler le plus, puis dans quel aspect on est déjà peut-être plus avancé, puis qui sont plus faciles ou naturels pour nous. C'est bon? Oui. OK. Je suis prêt. 0 à 10. Fait que là, je nomme un énoncé. 0, ça veut dire que je le vis pas du tout jamais. Okay? C'est rare que les gens vont pouvoir mettre 0 à un énoncé. Puis 10, c'est mon quotidien normal. C'est juste une expérience de base pour moi que j'ai même pas besoin d'en parler parce que c'est ça que je vis tout le temps. Ça, c'est 10. La plupart des humains, à chaque énoncé, vont se situer entre 3 et 7. Ça, c'est le normal de notre société moderne. Chaque énoncé devrait être entre 3 et 7. Fait que je le vis une fois de temps en temps, je me mets 3. L'énoncé numéro 2, je le vis vraiment souvent, mais c'est pas tout le temps, donc 7, 8. Par exemple, je le vis 2 heures par jour ou 3, 4, 5 fois par jour, là, ça devient un 8 sur 10, etc., etc. Fait qu'on y va avec le premier. Le premier, numéro 1, énoncé, c'est « Je ressens régulièrement et sincèrement de l'amour pour moi-même ». 0 à 10. Ça, c'est juste pour moi-même. On ne parle pas des autres. Juste, je me regarde dans le miroir, je m'habille en train de déjeuner, je pense à n'importe quoi. Je ressens régulièrement et sincèrement de l'amour pour moi-même. 0 à 10. OK. Ça va. C'est bon. Numéro 2. Je ressens régulièrement et sincèrement de l'amour pour les autres. Pour être clair, parce que dans le premier, c'était un peu plus évident, je ne parle pas de l'amour romantique, je parle de l'amour inconditionnel, universel, l'équivalent de ce qu'on ressent pour des animaux habituellement. Moi, le monde m'énerve. Oui, c'est ça. Bon, ben, peut-être que le 2 va moins bien scorer pour toi, mais c'est juste pour que les gens comprennent. L'amour conditionnel, c'est « Ah, telle personne, elle aime les Canadiens de Montréal, fait que je l'aime. » Ça, c'est de l'amour conditionnel. Quand je regarde un chien ou un chaton, il n'y a pas besoin d'aimer une équipe, la même équipe de hockey que moi pour que je l'aime. Ça, c'est de l'amour inconditionnel. Fait que, au numéro 2, on mesure l'amour inconditionnel. Je ressens régulièrement et sincèrement de l'amour pour les autres. L'amour inconditionnel. Bon. OK. Numéro 3. Le slide, tu vas mettre ça. On est un petit peu dans un thème. Ah, j'adore ça. Je ressens... Écoute, celle-là est encore mieux. Je ressens sincèrement un amour universel pour toutes les personnes que je côtoie, que ce soit des proches ou des inconnus. 0 à 10. N'importe qui, l'emballeur à l'épicerie, le sans-abri au parc, mon voisin qui tond son gazon à 7 heures le matin, etc. Tout le monde, universel. Je ressens sincèrement un amour universel pour toutes les personnes que je côtoie, que ce soit des proches ou des inconnus. Puis ça c'est pour mesurer spécifiquement à quel point l'amour de la personne est inconditionnel. Parce que si j'aime juste mes proches, puis juste 3 amis, puis toutes les autres personnes, je les déteste, on pourrait dire que mon amour est conditionnel à certaines personnes. Mais si c'est presque égal, est-ce que j'ai une préférence pour mes proches? Peut-être, mais globalement, quand je me promène, puis je côtoie un être humain ou je passe à côté d'un être humain, le sentiment qui apparaît spontanément en moi ou qui est déjà là, c'est de l'amour inconditionnel, universel. Ben ça, c'est un plus haut score dans l'échelle. On continue. Je pense que je vais y aller. Oui. Ben non, il y a d'autres énoncés dans d'autres catégories. Juste pour être sûr, là, le plus, là, présentement, tu as dit souvent ou pas souvent, hein? Souvent, tu l'as mis plus bas, puis pas souvent 0, plus haut. c'est jamais. Si je vis jamais d'amour universel envers n'importe qui, mes proches ou des inconnus, c'est 0. Jamais, là. Jamais, c'est rare. Là. Un humain qui dit « je vis jamais », c'est rare. Hey, même moi, j'ai pas 0 là, quand même. Bon, tu vois. Bon. Fait une fois de temps en temps avec mes proches, mettons, à chaque jour, je vis quelques minutes que je ressens un peu d'amour pour mes proches. Là, on est à 3-4, mettons. Là, je ressens de l'amour pour mes amis, mes proches, même des inconnus à l'épicerie. Ça devient de plus en plus normal. Là, je suis rendu à 6-7.
Ah, quand même, t'es généreux. Merci de m'éclairer un peu parce que Ouais, parce que c'est. j'étais un peu trop sévère, là. Attends, Oui, je vais me. Attends, là. Hey, j'étais un oui. peu trop sévère, là. Puis c'est pour ça, au début, J'en j'ai entends. dit, ça dépend comment les gens fonctionnent. Il y en a qui vont se scorer beaucoup trop bas, d'autres beaucoup trop haut, Ouais, selon c'est ça, là. comment ils OK, pensent. j'ajuste mon Oui, numéro 3. oui. Merci pour l'éclaircissement. Bon, 9-10, bon, 7-8, là, c'est je me promène, puis même le mendiant, le pigeon, peu importe. J'ai souvent, je dis pas tout le temps, j'ai souvent un feeling d'amour qui est pas personnel au pigeon ou à la personne, mais juste global que je me promène, puis c'est là. Autrement dit, c'est quelque chose qui est rendu plus naturel en moi de ressentir ça qu'avant. OK? 10 ou 9-10, là, à un moment donné, c'est juste des chiffres, mais c'est mon état de base. Puis en fait, c'est quand je ressens pas ça que je trouve qu'il se passe de quoi de bizarre. Ça serait 9-10. Parce que Ouais, c'est ça. c'est mon état normal, là, je fais rien. donc, t'aimes tout le monde sans condition. C'est ça. Puis je te parle pas là, des personnes. Allô, j'aime tout le monde. Puis tu sais, ils courent dans la rue pour annoncer la bonne nouvelle. Là. Je te parle pas de ce genre-là de, tu sais, ça n'a pas besoin d'être bizarre. Le feeling que j'ai de l'air normal dans ma face, puis tu sais, j'ai pas besoin d'avoir de l'air d'un illuminé bizarre. Mais le feeling qui m'habite, qui est normal, puis que je trouve ça normal quand il est pas là, si c'est de l'amour relativement universel, inconditionnel, puis qui est assez égal pour pas mal tout le monde, là, je suis plus dans les 8, 9, 10, tu sais, selon à quel point c'est présent, puis à quelle intensité, puis à quel point c'est universel. Parfait. Bon, on y va avec le prochain. Bon, merci de ta question. Ça a aidé tous ceux qui se mettaient peut-être un chiffre trop bas. Oui, on ne doit pas être seul. Hein? Donc, on est rendu au numéro 4. Exact. Je ressens que mon cœur est complètement ouvert à tout ce que je vis, autant la joie que la souffrance. Fait que là, si je le dis en inverse, les gens ont tendance à se fermer et à résister même à la joie, à l'amour, à la souffrance. Tu sais. Ils disent, oh, ah non, c'est trop beau pour être vrai. Là, je ferme. Ah non, j'ai peur d'être blessé. Je ferme. Bon. Là, c'est le contraire. C'est je ressens que mon cœur est ouvert ou est complètement ouvert, autant à la joie qu'à la souffrance. Ça veut dire que c'est vraiment ouvert. Là, les gens diraient j'ai une sorte d'acceptation inconditionnelle de ce que je vis ou de ce que je ressens. Fait que ça serait 10. C'est comme tout le temps, c'est comme si tout mon être dit oui à ce qui est en train de se vivre comme feeling. Ça serait 10. Mon cœur est ouvert tout le temps à tout ce que je vis, incluant la souffrance, le stress, puis la joie, puis l'amour. Fait que je permets que ça me traverse. Mm-hmm. Ça, c'est comme un oui total à tous les feelings, tous les types de feelings. Est-ce que ça veut dire ça de l'accepter? Ou... L'accepter, c'est que c'est pas mental, c'est en termes de feeling, c'est que le feeling, j'y permet d'aller où il va puis de prendre toute la place. Fait que si j'ai quelque chose qui contracte, mettons, au niveau du cœur ou du plexus, ben si je l'accepte, c'est comme si je disais complètement oui au feeling, tu as le droit d'exister. Puis habituellement, ben il se met à bouger puis il se dissoude parce que je l'ai accepté complètement. Mais c'est pas ma tête qui dit il faut que tu l'acceptes parce que tu vas être spirituel. Ça, c'est pas accepté. Ça, c'est le mental qui essaie de contrôler l'acceptation. Ouais, c'est l'acceptation, c'est comme si mon cœur est grand ouvert. Comme quand tu prends quelqu'un que t'aimes, puis tu le serres dans tes bras, puis tu le tires vers toi, ou un chaton ou un animal, tu le tires vers toi, mais si mon expérience sensorielle avec toutes mes émotions et mes sentiments et mes feelings, incluant les sensations physiques, c'est l'équivalent de oui, tu sais, de ça c'est 10. Si c'est juste tout le temps de même. Donc, j'accepte cet état-là, je l'accueille. Je veux peaufiner, Alexandre. Oui. Ça ne veut pas dire d'abord endurer. Non, parce que, mettons, mettons, il y a une personne... je dis à une personne la même affaire régulièrement de quelque chose qui ne me convient pas, elle continue de le faire. Je ressens de la frustration. J'accepte 100% la frustration. Puis là, ben, vu que faire des messages clairs n'a pas marché, c'est sûr que je vais avoir des idées pour d'autres possibilités de solutions, comme m'en aller ou comme écrire. Si les messages verbaux ne marchent pas, je vais peut-être écrire sur du papier jaune puis le coller en gros sur un armoire. Tu sais, bon, peu importe. Mais le feeling, il est accepté au lieu de le contraire. Je vais aller vers le contraire parce que ça aide des fois pour différencier. C'est « Ah non, je devrais pas ressentir de la frustration. C'est mal, c'est pas spirituel la frustration. » Fait que je la bloque. Là, je suis dans le zéro si je fais tout le temps ça. C'est ça, on n'est pas dans l'accueil, on n'est pas dans l'acceptation. C'est ça, exact. Mon cœur n'est pas ouvert à l'expérience. Il est fermé, puis je bloque. Puis non, tu peux pas jamais rentrer dans mes feelings parce que la frustration, c'est mal, c'est pas spirituel. OK.
Mais Hors de si ma on vue. va jusqu'à 9, 10, là, ça ne veut pas dire qu'on endure ça. Non. C'est juste ça que je voulais Non. clarifier. OK. Ça veut dire que dans l'instant présent, qu'il y a le feeling, il est complètement accueilli et accepté sensoriellement en feeling. À partir de là, je peux quand même agir dans la réalité. Je vais avoir ce qui me convient et ce qui ne me convient pas parce que chaque être est unique. OK. Puis là, je vais agir en conséquence de ce qui me convient et ce qui ne me convient pas. Versus à partir de mes conditionnements, si je ne suis pas libre de mais je ne peux pas le dire parce que si j'offusque la personne, c'est mal. Puis là, bon, là, la personne, elle n'agirait pas à partir de ce qui convient à ce moment-là. Parfait. Yes. Prochain, numéro 5. Oui, OK. Je vis. Ça, c'est si vous avez déjà observé un enfant vivre ses émotions, là, cet énoncé-là, c'est la même chose. Je vis librement mes émotions en temps réel et mes émotions passent rapidement d'elles-mêmes. Un enfant qui vit de la colère ou de la tristesse, là, habituellement, c'est 1, 2, 3 minutes, puis c'est fini parce qu'elle est pleinement vécue et accueillie. Ils n'ont pas fait des techniques puis ils n'ont pas appris ça. C'est le fonctionnement naturel de l'être humain. En fait, nous autres, la seule affaire qu'on fait, c'est qu'on s'évalue pour voir à quel point on a le fonctionnement naturel d'un être humain, puis à quel point on est éloigné d'un fonctionnement naturel. Je ris parce que c'est pas drôle, hein? Hey, non, mais c'est ça pareil. J'ai-tu le fonctionnement naturel d'un être humain ou je suis rendu vraiment conditionné? C'est ça qu'on évalue. Fait que numéro 5, c'est je vis librement mes émotions en temps réel et mes émotions passent rapidement d'elles-mêmes. Ça veut dire sans que je fasse une technique ou que je me gère ou que je mange de la nourriture pour m'engourdir. C'est juste, elle est vécue pleinement, est accueillie, elle est finie. Puis après ou pendant, je peux quand même agir selon ce qui me convient ou pas, mais elle est vécue en temps réel, l'émotion. Hey, juste pour mes auditeurs, là, parce que tout le monde me connaît quand même assez, là, c'est mon point le plus élevé. Yes! C'est bon, ça. Correct, ça. Ça fait du sens. On rappelle qu'on est avec Alexandre Nadeau, là, puis on est en train de faire notre test pour la deuxième illumination, celle qui est émotionnelle. Alors, on a bien du fun. Pour ceux qui se joignent à nous, là, on a Parfait. du fun. On a bien du fun. Là, on y va numéro 6, puis je les explique en même temps parce que, c'est juste un énoncé, puis bon, on met ce qu'on peut dans une phrase, là, mais je vis sincèrement beaucoup d'enthousiasme dans la vie. Là, je vais mettre ça en langage un peu métaphysique, mais c'est l'élan de vie, avec un V majuscule, est fort en moi. Tu sais, les gens qui sont passionnés, ils se lèvent le matin, tu sais, il y a comme un enthousiasme naturel. Les enfants, ils l'ont, là, à moins qu'on les traumatise ou conditionne. Tous les enfants, ils sont contents de se lever le matin puis ils ont hâte de vivre la journée. Bon. Fait que là, en tant qu'adulte aujourd'hui, je me demande si c'est encore mon fonctionnement naturel, parce que c'est ça le fonctionnement naturel, ou si c'est d'autres choses. Fait que je vis sincèrement beaucoup d'enthousiasme dans la vie. C'est comme, tu sais, il y a comme une énergie émotionnelle là, qui pousse à vouloir vivre, explorer, etc. C'est de ça que je parle, qu'on évalue de 0 à 10. Fait que si je suis en dépression profonde depuis 20 ans, ça se peut que le score soit pas haut. Mais c'est le niveau, l'intensité d'élan de vie, puis à quel point il est là pendant ma journée, de 0 à 10 que j'évalue. Super. OK. Numéro 7. Toujours, on revient un peu à la même chose, le fonctionnement naturel d'un humain. On a juste à se rappeler, les enfants. Je m'émerveille facilement de tout et de rien. Les illuminés, ils vivent encore ça. Ceux qui sont en illumination permanente que j'ai rencontrés, ils vivent toute une sorte d'émerveillement, puis ils me disent, à chaque instant, c'est nouveau. Il y a 1 seconde ou 1 heure, c'est nouveau là. Ouais, mais tu es encore en train de parler au même groupe. Ouais, mais c'est nouveau comparé à il y a 1 seconde. Ils me disent tout ça. Fait que ça, c'est un des critères de la liberté émotionnelle, c'est je m'émerveille facilement de tout et de rien, 0 à 10. Puis les enfants, c'est pour ça qu'ils sont capables de regarder le même film 30 fois, parce qu'il est nouveau à chaque fois. Ils s'émerveillent facilement, parce qu'il est nouveau même si c'est le même film qu'ils ont vu 30 fois. Il y a des nouveaux détails, il y a des nouveaux angles, ils vont chercher c'est comme un nouvel apprentissage, puis une nouvelle expérience à chaque fois. On va vers le numéro 8. Je ressens sincèrement beaucoup de compassion envers les autres et envers moi-même. Ça, c'est pas la même chose que de l'amour. C'est comme une sorte de bienveillance, de, tu sais, même les gens qui ont des comportements chiants, ben, je les comprends, ça génère de la compassion. OK, je te comprends. Tu sais, puis c'est pas mental, c'est un feeling. Ouais. C'est un feeling qui peut habiter les humains. Puis ça, les enfants aussi, ils le vivent avant d'être conditionnés ou traumatisés. C'est naturel, tu regardes des enfants ensemble, puis on voit plein de compassion. Oui, des fois, ils sont égoïstes, ils sont en développement, mais je veux dire,
ils ont de la compassion envers les animaux, envers les autres, etc., etc. Fait qu'on y va avec le 9. Vous êtes prêts? On est prêt. OK. Là, c'est comme une deuxième évaluation d'une affaire qu'on a déjà passée, mais je l'ai ajouté quand même. J'ai beaucoup d'énergie émotionnelle et d'enthousiasme, ce qui me permet de vivre plus pleinement ma vie. En québécois, on pourrait dire quelqu'un qui a du torque émotionnel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vitalité émotionnelle. Fait que ça permet d'avoir des élans plus forts, de passer à l'action, de faire des projets. Là, je ne te parle pas d'utiliser la volonté mentale pour se forcer à travailler pour faire de l'overtime. Là. Je parle, il y a tellement d'élan, d'énergie émotionnelle dans la personne qu'elle peut passer à l'action facilement parce qu'elle n'a pas le choix. C'est tellement fort en elle, cette vitalité-là émotionnelle, qu'elle n'a pas le choix de passer à l'action. C'est comme juste, c'est les lapins énergiseurs qui ne sont pas en train de se forcer puis de boire plein de café. Là, c'est juste naturel. Fait que ça, j'appelle ça de l'énergie émotionnelle, mais ça revient à un feeling de grande vitalité qui est souvent accompagné par de l'enthousiasme et de la joie. Puis c'est pour ça que j'appelle ça de l'énergie émotionnelle versus juste l'énergie purement physique. Mm-hmm. C'est pour ça que je l'ai mis là-dedans, parce que je précise le type d'énergie. Numéro 10. Je suis capable de m'accepter tel que je suis en temps réel. Si vous n'êtes pas sûr de la réponse après l'émission ou l'entrevue, allez vous regarder dans le miroir puis remarquez le niveau de résistance, de fermeture et ou d'ouverture et d'acceptation que vous avez en regardant dans le miroir en temps réel. Puis là, vous mettez de 0 à 10. OK. Simple comme ça. OK. Oui. Numéro 11. Je suis capable d'accepter les autres tels qu'ils sont en temps réel. Puis ça, c'est un des challenges, je dirais, des êtres humains, parce que si l'autre fait des affaires méchantes qui me blessent, etc., là, je vais dire, ouais, mais là, c'est parce que la personne a fait des affaires qui me blessent, qui sont méchantes, etc. Oui, je suis d'accord à 100% que c'est ça que tu vis, jusqu'à temps que tu te libères de tous ces conditionnements-là qui réactivent tout le temps les mêmes émotions dedans de toi. Puis à ce moment-là, la personne peut faire exactement les mêmes comportements après. Si moi, je suis vraiment libre émotionnellement, qu'est-ce que je vais vivre? Ben, tout ce qu'on a décrit dans les énoncés avant. Je vais aimer cette personne-là de manière universelle, autant que les autres. Je vais ressentir de la compassion par rapport à elle. Je vais avoir mon enthousiasme, mon énergie émotionnelle d'enthousiasme. Puis elle va être acceptée pendant qu'elle fait ses comportements qu'avant je trouvais méchants ou blessants. Là, il y en a qui vont dire, ouais, t'es en train de dire, tu sais, mettre la marche haute. Mais là, on parle d'illumination émotionnelle complète. Si on est à 3, on est à 3. Moi, je suis en train de dire qu'on peut progresser puis devenir plus libre par rapport à ça. Puis quand on est plus libre par rapport à ça, ça change vraiment beaucoup nos relations interpersonnelles. C'est ça que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire que c'est supposé être facile si on part à 1. Puis on peut faire le test plusieurs fois. Hein? Oui, ben moi, je suggère aux gens qui sont engagés dans leur évolution peut-être une fois par mois. Parce que si je ne suis pas engagé dans mon évolution, ben, à chaque fois que je fais le test, si je ne fais rien pour évoluer, ça va être sensiblement les mêmes résultats. Mais si je suis vraiment engagé dans mon évolution, ça devrait augmenter tranquillement. Ou rapidement, si je fais des processus vraiment efficaces puis que je suis intensif. Il y en a qui font 7 heures par jour. Moi, ça m'est déjà arrivé 7 heures par jour de technique. Comme dans la même direction pour la même affaire, c'est sûr que ça peut progresser assez rapidement. Je ne peux pas faire ça pendant 8 ans de suite, là, mais des fois, je fais une journée ou 2. Là. Pour nos auditeurs, ce test-là, on le retrouve sur ton site. On le retrouve. Ben, pas encore. Okay. Il va être. On peut le publier, là. C'est juste qu'on le fait. C'est parce que Sly l'a demandé, là, on le fait en PDF. Fait que je vais l'envoyer à vous deux. Après ça, ben oui, on pourra les mettre sur mon site. Là. C'est juste qu'on a fait ça la semaine passée. Oui, c'est ça. Non, c'est bon. Mais écoute, aussi... Écrivez-nous si vous voulez le test. On va vous l'envoyer ou on peut directement le publier. Oui, exact. J'ai une auditrice la semaine passée. Je souligne le message de Carole. Bonjour, Carole, et merci de ton intérêt. Elle a écouté l'entrevue 2 fois. parce que pour avoir les questions. Oui, elle a pris en note les questions. Donc, pour vous éviter de faire ça, écrivez-nous, on va vous envoyer la grille ou carrément la publier. Alexandre, on a la permission de... Ben oui, moi je vais vous les envoyer. Après chaque émission, j'envoie la grille de cette émission-là, puis vous pouvez les publier toutes sur le site sans problème. Puis je vais les publier sur mon site.
Super. Pour la liberté émotionnelle, est-ce qu'on a un dernier point ou c'était fini? Est-ce qu'on a un point 12? C'est terminé au point 11. Puis à partir de là, le jeu, dans tout ça, c'est de voir quel énoncé a les chiffres les plus hauts, quel énoncé a les plus bas, puis ça nous indique ce qu'on pourrait travailler qui aurait le plus d'impact sur notre qualité de vie, c'est-à-dire les plus bas. Fait que si j'en ai qui sont entre 0 et 5, si je fais vraiment un travail à ce niveau-là, ben là, évidemment, vous n'avez pas plein de techniques et d'outils, là, mais idéalement, on apprend de quelqu'un de compétent, puis après ça, on les applique. Ben, si mon plus difficile, c'était d'accepter les autres tels qu'ils sont, si je travaille ça, et que j'ai une famille, exemple, ça veut dire une conjointe, des enfants ou inverse, peu importe, ça va changer radicalement ma vie et leur vie. Parce que si je suis en train de résister à eux, puis de les juger, puis de vouloir les changer, ça va vraiment changer la dynamique au complet. Oui, c'est ça. Ça, c'est un exemple de pourquoi les scores les plus bas sont les plus gros leviers de transformation. Parce que celui qui est à 9, il me reste ça là, de progrès là, que je peux faire. Là, ça va changer un peu, mais ça ne va pas révolutionner ma vie de l'emmener à 10. Mais tu pars à 3, tu montes à 7, ça fait une grosse différence dans une vie. C'est bon, OK. Et Alexandre, quand on va justement là, au bout de ça, quand on se libère émotionnellement, qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce qu'on se met à léviter? J'aimerais ça, en passant, j'ai... Au prix du gaz, ça vaudrait la peine. Sans faire d'humour, j'ai acheté des livres qui affirmaient que dans le livre, on allait apprendre comment aller dans un état de conscience tellement puissant qu'on a le levé de terre. Je n'ai pas réussi encore. Je voulais juste dire que ça est supposé exister. Quand je réussirai, je vous en parle, puis je fais une démonstration vidéo. Ou en public, parce que, tu sais, on va voir qu'il n'y a pas de câble qui me tienne. En vidéo, aujourd'hui, c'est facile de faire des montages, même avec un iPhone. J'attends ça avec impatience. Je l'attends avec plus d'impatience que toi d'être capable de le faire. Donc, il nous arrive quoi si on ne l'évite pas tout de suite, en tout cas, pas demain, mais... Ce que je dirais, là, si les gens vont vraiment, là, on prend tous les scores et on les monte à 8, 9, 10, là, les 11 énoncés, je peux répondre sincèrement à 8, 9, 10. Ce que ça change, c'est que ça amènerait ce que la plupart des gens souhaitent vivre depuis toujours, c'est-à-dire, moi, j'appellerais ça être sincèrement heureux. Parce que quand on est capable d'accepter en temps réel les expériences, quand on ressent de l'amour spontané, de la joie spontanée, de la compassion spontanée, puis qu'on est bien avec tout le monde parce que on les aime tous de manière universelle, puis on continue à quand même faire ce qui nous convient et ne nous convient pas, ça veut dire que je suis connecté, je suis qui je suis un être unique, puis bon. Ça amène que je suis heureux. Puis si je fais, si je mets des trucs dans des catégories, même si j'essaie de pas le faire, habituellement, la liberté mentale emmène de la paix. Puis la liberté émotionnelle, au bout du bout, ça emmène à être heureux. Tandis que la liberté mentale ne va pas nécessairement emmener à être heureux comme feeling dominant. Ça va emmener plus la paix comme feeling dominant. Fait que c'est ça la différence entre les deux. Puis c'est pour ça que je considère que chaque illumination a son importance versus, mettons, les livres que je lisais, que le gourou disait, c'est l'illumination qui décrit qui est la vraie, puis les autres, c'est pas des vrais. Je trouvais ça un petit peu limitant comme façon de penser pour un illuminé, évidemment, qui était sans jugement et humble. Je trouvais ça un peu bizarre. Mais moi, j'ai remarqué qu'il y a différents types de liberté et que chacune a un rôle important dans la qualité de vie humaine et dans l'expérience humaine. C'est ça. De là aussi à bien choisir les lectures que l'on choisit, hein, parce que c'est pas facile d'écrire un livre et d'écrire tout ce qu'on vient de faire ensemble, le mettre dans un livre ou le mettre sur papier, c'est difficile parce que les gens vont le lire à leur façon. Si vous voulez une exclusivité à Radio Unicité, j'espère que mon éditeur ne sera pas fâché, mais j'ai écrit un livre là-dessus. C'est juste que on attend parce qu'on ne peut pas prédire la vitesse de l'imprimeur. Fait que je fais pas d'annonce de date de lancement. Bon, on sait que ça s'en vient. Le livre est écrit, le livre est corrigé, le livre est révisé trop de fois. Puis j'écris en langage commun, sensoriel, avec des détails, des exemples. Puis je mets des exercices et des techniques dans le livre pour chacun des types d'illumination. La personne juste avec ça, elle peut faire un bon bout de chemin pendant longtemps. On va annoncer la sortie avec impatience. Oui, on sera là pour... J'attends qu'il existe dans mes mains. Là. Là, l'éditeur dit là, donne pas de date là, parce que on l'a pas.
En attendant, En tout on a cas, une date, par exemple, à suggérer à tout le monde. Oui. Le 12 mai, ta conférence, payez ce que vous voulez. Slide, as-tu l'adresse devant toi? j'ai pas l'adresse, mais c'est à Sainte-Thérèse. C'est à On peut Sainte-Thérèse, aller sur sur la rue Blainville. Yeah. alexandrenado.com pour Exact. s'inscrire soit en présentiel à cette salle ou en ligne. Donc, vous avez tous les détails sur le site et on s'inscrit directement. Au niveau de la salle, là, il reste très peu de place. Ça se vend vraiment rapidement puisqu'on y arrive. On est en mai maintenant. Donc, dépêchez-vous. Sinon, si vous nous écoutez d'un peu partout à travers le monde, il est possible de réserver votre place en ligne, tout simplement, parce que c'est offert aussi. Donc, peu importe, là, en personne ou en ligne, on s'élève en conscience avec Alexandre Nadeau et ses techniques. Ça va être formidable. Oui, puis je vais annoncer qu'aujourd'hui, on a dépassé les 1000 inscriptions, en fait, cette nuit. Donc, on est à 1005, 1007, là, parce que là, je ne suis pas en train de regarder les chiffres. Puis, les gens qui habitent dans des pays avec un décalage horaire vraiment grand, si vous êtes inscrit à l'atelier, même si vous ne pouvez pas à la date et à l'heure, la rediffusion va être disponible à vie dans votre compte. Donc, la date n'est pas un obstacle à l'inscription. Je voulais juste le mentionner parce que c'est une question qui revient beaucoup pour les gens en ligne. Oui, on le dit, c'est diffusé le 12 mai de 13h30 à 16h30, 17h. Et tout de suite après, c'est déjà automatiquement en rediffusion dans le groupe Facebook. Et quand le réalisateur a fini son montage de 3 plans de caméra, ça va être disponible dans un compte où vous pouvez aller voir l'atelier quand vous êtes inscrit. Donc, il y a une date, mais on n'est pas obligé de se mouler à la date pour pouvoir s'inscrire. Puis ceux qui sont en salle aussi vont recevoir la... Oui, exact. Les gens en salle vont voir les vidéos pour réviser parce que, juste pour être clair, je sais qu'en développement personnel, les gens, ils voient tout le temps les conférenciers et les motivateurs parce que c'est ça qu'il y a le plus. Mais moi, c'est pas ça que je fais. Je suis formateur, je suis pas conférencier. Fait que c'est un véritable atelier. Je vais enseigner des techniques, on va les pratiquer. Puis, vous allez avoir des notes de cours claires et détaillées des étapes de chacune des techniques pour être capable de les refaire dans votre quotidien vous-même. Fait que c'est pas moi qui parle pour essayer de créer de l'inspiration temporaire avec des histoires de à quel point ma vie était moche, puis là, elle est rendue géniale, puis j'ai du succès. C'est pas ça. C'est un vrai atelier avec du développement de compétences sur lequel on travaille concrètement. Autrement dit, être capable de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire avant l'atelier. Certaines choses qui sont assez époustouflantes que je ne veux pas dire parce que les gens ne me croiront pas, mais après l'avoir vécu, ils vont me croire parce qu'ils vont l'avoir vécu. Fait que là, moi, j'en ai vécu un peu au début, puis préparez-vous justement à faire des exercices sur place. Alors, on a vécu aujourd'hui aussi. Là, moi, je suis dans tous mes états. Ça vaut vraiment la joie d'aller s'inscrire. Puis c'est merveilleux parce que c'est payer ce que vous voulez. Donc, Alexandre s'adapte au budget de tout le monde. Il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir y participer. Puis ça change vraiment là, quelque chose. Moi, je parle en connaissance de cause depuis la semaine passée. J'observe les changements que ça fait, puis j'essaie de monter, de m'illuminer encore plus. Il reste quelques secondes, ça passe tellement vite en ta compagnie, Alexandre. De quoi on va parler la semaine prochaine? On va parler de la liberté physique ou de l'illumination physique, qui est quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais entendu parler, parce que dans les livres, je dirais que 80% des livres, 75% parlent de la liberté mentale. Puis l'autre 20-25 parle de la liberté émotionnelle, puis ça s'arrête là. Puis nous, on a 2 émissions qui s'en viennent, qui vont être la liberté ou l'illumination physique. L'autre d'après, ça va être la liberté ou l'illumination énergétique. Ça, c'est 2 sujets qui sont très difficiles à trouver. Là, il a fallu que je fasse des recherches super longtemps. Puis nous, on va en parler sans que vous ayez à faire de recherche. En gros, c'est ça l'intérêt. Merci beaucoup. On va être au rendez-vous. alexandrenado.com pour aller s'inscrire et pour avoir plus de détails sur ces travaux qui sont vraiment riches. Alors, profitez de cette expérience-là. Allez vous inscrire et vous nous en donnerez des nouvelles. À la semaine prochaine, Alexandre. Merci beaucoup. Merci, Sandra, de t'être prêtée au jeu. C'est très généreux. On se retrouve la semaine prochaine. Bon, les gars. Bye, merci. Bye-bye. Ciao.